Salut, aujourd'hui tu vas entendre Amélie, elle a 32 ans et a fait bachelor et master en histoire. Après ses études, elle a effectué des remplacements en tant qu'enseignante à l'école obligatoire, puis elle a longtemps occupé un poste à 50% à Genève pour du catalogage et d'autres tâches en lien direct avec sa formation. Il y a peu, elle a quitté ce poste qui ne lui convenait plus pour trouver autre chose qui l'épanouirait plus. Elle a plein d'idées, mais elle est encore parfois un peu dans le flou. Je te laisse écouter l'échange très intéressant que nous avons eu au sujet de son parcours. Bonne écoute. Alors salut Amélie. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci pour ton invitation. Donc toi, directement après le lycée, t'es allée à l'université en histoire. Oui, histoire et français. Oui, d'accord. Pourquoi ce choix ? Je me suis rendu compte au lycée, enfin dans mon canton de Vaud, c'est le gymnase, j'avais fait biologie-chimie comme branche. Parce que, à cette époque-là, je m'étais dit je ferais ingénieur agronome, qui était une idée qui venait un petit peu de je ne sais pas où. Je pense que je me rendais pas trop compte encore de ce que c'était. Et puis j'avais une prof d'histoire super au gymnase qui m'a donné envie de partir là-dedans. Et quand j'ai commencé mon bachelor, je m'étais dit un peu pour le côté pratique, je vais prendre 2 branches enseignables si jamais... J'avais encore un peu l'idée d'être enseignante. Donc, plutôt que faire des trucs très exotiques, très sympas, mais peut-être pas très pratiques pour la vie de tous les jours ensuite. J'ai pris 2 branches enseignables. Donc... Ok. Voilà. Et t'avais hésité avec d'autres choses, justement, ou ça a été assez vite clair Après, j'ai pu prendre une 3e branche. J'ai pris histoire ancienne, qui était quelque chose qui m'intéressait aussi. Mais je voulais pas faire histoire et histoire ancienne. Je trouvais que ça faisait un peu doublon. Puis ça compte comme la même branche enseignable. Donc, il en faut 2 pour la HEP. Donc, français, c'était un peu, je pense, un second choix. Mais finalement, j'ai bien aimé. J'ai continué quand même au master. Donc... Puis à aucun moment, tu t'es dit, tiens, je vais aller à l'EPFL, vu que j'ai fait biochimie. Non. Okay. Non, je me suis assez rendu compte. La biologie, j'aimais bien. Parce qu'il y avait un côté quand même un peu analyse de cas ou de... Voilà, tandis que la chimie, les calculs, c'était compliqué. Ouais. Et puis on a eu 3 profs différents, 3 ans, c'était compliqué. Ah ouais. Sur la 3e année, on a eu un prof super, mais c'était presque déjà trop tard pour rattraper le retard. Peut-être ça m'aurait plu si j'avais fait 3 années avec ce prof-là. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, puis je regrette pas d'avoir laissé tomber ça. Non, je crois que lettres, de toute façon, je partais dans les lettres. Après, il y a tellement de branches différentes et justement des trucs genre sanskrit ou russe où tu te dis waouh, et puis je veux tout faire. Au final, après, non, je crois que j'ai bien fait de pas tester une nouvelle langue ou quelque chose comme ça. Et du coup, t'as enchaîné bachelor et master. Oui. Est-ce que t'as eu des doutes à un moment donné ? Est-ce que, je sais pas, au milieu de ta 3e année de bachelor, tu t'es dit « faut que j'arrête » ou est-ce que je fais vraiment le bon choix » ou est-ce que ça a été fluide tout le long ? Non, je pense que ça a été assez fluide, de nouveau, parce que j'avais quand même en tête cet objectif peut-être HEP, où tu dois quand même avoir un certain nombre de crédits. Je pensais faire, à cette époque peut-être, prof pour le gymnase, pour le lycée, donc il fallait quand même avoir un master. Si tu vises un degré, l'école primaire, comme ça, un bachelor suffit, mais je m'étais dit, en plus, je suis lancée, je me plais bien à l'uni, mes copines continuent le master, donc je continue aussi. Donc ça a été assez linéaire. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit que tu ferais pas prof ? Je pense quand même pendant l'uni, mais je saurais pas dire à cause de quoi. Parce que j'ai pas eu d'expérience après l'uni, du coup j'ai fait des remplacements scolaires, mais c'était un peu pour renflouer mon compte en banque. Et oui, dans un sens pour me convaincre que c'était finalement pas ça que je voulais faire, mais je me suis dit non, c'est pas pour moi. Je crois que c'est aussi parce que toutes mes copines de l'université voulaient faire prof et j'avais pas envie d'être entourée de profs. C'est un peu particulier, mais j'avais pas envie de faire comme tout le monde, puis là des fois c'est lourd, j'ai des soirées des fois où j'ai que des copines ou des copains profs et ils parlent que de leurs élèves et au bout d'un moment, il y a des anecdotes croustillantes, c'est sympa, mais au bout d'un moment, genre non, ça ne m'intéresse pas ton plan d'études et tout. Donc, il y a des gens dans ta famille qui sont profs ? Non. Okay. Pas... Mais tout le monde me dit tu devrais faire ça, ma maman elle me dit oui, fais-le, c'est quelque chose de stable et de sûr, puis à côté tu peux continuer à faire ce que t'aimes et puis... Mais je pense que le milieu scolaire c'est trop fermé, trop rigide.
accueillir des enfants pour leur montrer, je sais pas, par exemple, faire une activité extrascolaire avec eux ou les emmener en course d'école, comme ça. Ça j'aime bien, parce qu'on n'a pas cette étiquette de prof. On est plus l'intervenant externe, donc voilà, ça me plaît plus. Et puis j'ai fait beaucoup de primaire où finalement tu dois faire aussi plus un peu de l'éducation plutôt que de l'enseignement. Et puis voilà, au final, je pense que j'ai pas cette passion, je préfère ne pas avoir cette étiquette de prof. Je comprends. Et du coup, vu que tu as assez rapidement abandonné l'idée de devenir prof, est-ce que tu arrivais à te projeter dans un avenir professionnel ? Non, pas vraiment. C'était pas C'était même pas quelque chose auquel tu pensais ? Enfin, c'était pas un problème pour toi ? Non, dans cet environnement universitaire où tu es déjà très focalisé sur genre, tes examens ou tes dossiers à rendre, je me projetais pas spécialement. Là, j'habitais chez mes grands-parents, donc c'était assez quand même un petit cocon confortable. Et tu te dis, voilà, j'avais pas besoin de travailler à côté de mes études pour payer mon logement à cette époque-là. Donc, puis genre un peu advienne que pourra. Et je pense, dans un sens, c'était presque quand même une erreur. Mais sur le moment, quand t'es dans cet état d'esprit-là, quand t'es dans tes études, tu te dis, on verra bien. Et puis, on sait jamais, tu peux tomber sur une occasion, peut-être que tu continues. Enfin, je m'étais dit peut-être que je continue un doctorat ou comme ça. Puis après mon master, j'avais besoin de faire une pause, donc finalement, non. Bon, alors effectivement, je pense que c'est... Comment dire Oui, tu te projettes pas dans un avenir professionnel, c'est pas un problème, et du coup, le jour où tu dois bosser, c'est un peu le saut dans le vide. Mais en même temps, je pense que c'est bien aussi d'avoir une petite période dans ta vie où tu fais juste ce qui te plaît et puis t'as pas à te soucier d'autres choses. Enfin, je sais pas, c'est un peu à double tranchant. Après coup, maintenant, je me dis... J'ai eu presque 2 ans où j'étais un peu... Je pense que j'ai pris 6 mois où j'ai rien fait après mon master. Puis là, j'ai déménagé, donc j'étais contente. C'était mon premier appart, j'étais seule chez moi. J'avais mes journées de libre, puis fallait vraiment que je décompresse parce que finir le mémoire et puis boucler les derniers examens, c'était beaucoup, beaucoup de stress. Et puis après, je faisais justement des remplacements scolaires un peu ponctuellement. Et puis, ils sont pas... J'en ai eu beaucoup pendant l'hiver quand les profs ont la grippe, ou se cassent la jambe à ski. Ce qui m'est arrivé. Ah mince. J'ai remplacé un prof qui était la jambe à ski, donc c'était cool parce que j'avais un grand remplacement. Mais je pense que j'avais besoin de décompresser. Puis après, gentiment, tu te dis, ok, maintenant, il faut que je cherche un travail. Et puis... Et là... Voilà, et les lettres, ça te prépare pas. C'est pas comme si tu finis droit ou médecine. C'est pas en arrivant avec ton master en lettres que tout le monde va t'engager et tout. Donc... c'est sûr. Mais là, à cette époque-là... J'avais encore plein de réserves, donc je vivais sur mes réserves, puis je disais oui, ça va bien se passer. Oui, tu n'étais pas en stress. Insouciante, oui. Ouais, ok. Mais, non, ça me fait penser... médecine ou droit, peut-être que... Oui, effectivement, tu es engagée un peu plus vite, mais j'avais discuté avec une jeune médecin, et alors je crois qu'elle était en stage, je sais plus. Donc elle avait pas de soucis après pour être engagée, mais elle me disait, en fait, je sais pas prescrire un médicament. Ça fait 6 ans que j'étudie la médecine et j'ai un problème et je ne sais pas quel médicament donner. Et donc, en fait, je pense que même les études qui sont censées te préparer plus concrètement à un métier, il y a toujours un grand gap. Et j'ai l'impression que tu peux pas être complètement préparé, quoi. Enfin, je sais pas. L'université, ça reste quand même très théorique, je pense. Même si on t'envoie en médecine faire des stages. Oui. Alors, c'est déjà plus concret, peut-être. Voilà. Mais oui, c'est vrai que les lettres, c'est encore moins... C'est vrai. Non, puis clairement... Alors, je suivais des cours d'archéologie dans le cadre de ma branche d'histoire ancienne. Et le prof disait, genre, mais alors archéologie, en Suisse, on peut en vivre, on vous garantit à tous un emploi après vos études. C'est là, mais on est une classe de 40, C'est pas du tout vrai. Tout le monde allait s'orienter vers l'archéologie parce que des gens comme moi étaient là un peu en touriste, si tu veux. Mais là... Mais c'est pas vrai en plus. Toi, comme prof, tu as un travail, tes élèves en trouveront un. Donc, je
Je pense que certains profs sont un peu aussi dans leur petite bulle et puis ils se rendent pas compte. Et c'est ce qu'on disait en off avant, il y a des profs d'uni qui justement sont jamais sortis du système universitaire, qui ont juste enchaîné bachelor, master, doctorat, qui sont devenus docteurs et profs et c'est tout. Et du coup, effectivement, c'est pas forcément les meilleures personnes pour te préparer au monde du travail, quoi. Mais en plus, c'est pas vrai en Suisse, y a pas... Enfin, c'est connu qu'en Suisse, il y a pas beaucoup de chantiers archéo. Enfin, je sais pas. Ouais. Pas assez spécialisé. Il y en a un peu plus qu'on pense, mais après, voilà, j'ai l'impression que c'est des mandats très ponctuels. Genre, voilà, on ouvre un nouveau site, il faut fouiller maintenant pendant 6 mois, puis après, c'est fini. Donc, c'est ça. C'est un travail très intermittent. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner un aspect positif et un aspect négatif à ce cursus ? Je pense qu'une des particularités de l'histoire à Lausanne, c'est qu'on nous apprend une méthodologie, une façon de travailler plutôt que nous bourrer la tête de dates ou de choses historiques. Donc au final, ça m'a beaucoup aidée, par exemple quand je devais préparer des cours pour mes élèves, parce que j'avais acquis justement cette manière de travailler, lire les choses vite, sélectionner rapidement l'information et tout. Donc au final, je peux pas te sortir des dates de grandes batailles comme ça par cœur, et puis des fois on parle d'une période historique où je suis là, mais écoute, je ne sais pas. Mais t'es historienne, tu devrais connaître toute l'histoire. Donc au final, je préfère avoir appris plus cette méthodologie, donc ça je pense que c'est un point positif, enfin, une bonne aptitude. Ok. Et un point négatif du coup ? Peut-être qu'on est quand même un peu dans une petite bulle. C'est pas des campus américains. Enfin, moi j'habitais en dehors du campus, donc voilà. Mais t'es quand même un peu dans cette... c'est une petite bulle confortable. Tu vois tes amis, tu vas boire un verre après le cours, tu révises à la bibliothèque, t'es un peu... C'est un peu un pays idéalisé, puis tout d'un coup, c'est un peu le choc quand tu finis... Comme j'avais en plus, j'ai tout enchaîné après l'école. T'as fait en 5 ans bachelor master ? Un peu plus long, 7 je crois finalement, parce que j'ai une année de bachelor où je me suis occupée de mes grands-parents, donc j'ai repoussé certains cours, j'avais genre qu'un cours, qu'un séminaire, je me suis pas chargée parce que justement il fallait que je sois plus présente à la maison, et puis mon master a duré plus longtemps parce que j'avais beaucoup de recherches en archives et j'avais besoin réunir le matériau, ça m'a déjà pris beaucoup de temps avant de passer à la rédaction. Donc oui, je crois qu'en tout, ça faisait 7 ans. Ah ouais, ok. D'accord. Et du coup, comment s'est passée l'insertion professionnelle ? Alors ça a été un peu un hasard, parce que j'étais chez moi en train de chiller dans mon nouvel appart, en faisant quelques remplacements. Et puis, j'ai un copain qui partait de son travail dans un... Il était collaborateur scientifique pour éditer des sources d'archives à Genève, et puis je l'avais rencontré quand j'étais à l'université, et lui quittait cet emploi, et il m'a proposé, il m'a dit, je sais que tu cherches un travail, est-ce que ça t'intéresserait ? Puis du coup, j'ai toujours beaucoup aimé travailler sur les sources, lire les sources, je me suis spécialisée en paléographie, je sais lire le vieil allemand et le vieux français, j'arrive aussi à déchiffrer les anciennes lettres, j'ai un peu axé mes études là-dessus, ce qui n'est pas très utile pour la vie quotidienne, mais voilà. Et du coup, c'était un travail complètement dans cette optique-là, en plus c'était sur une période qui est celle que j'ai étudiée pendant mon master, du XVIe siècle. Pardon, désolée. Paléographie, c'est quoi exactement ? Tu sais déchiffrer des anciennes écritures ? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, ok. Voilà. Si tu sais lire le XVIe siècle, c'est un peu la période la plus difficile. Okay. Après, les siècles suivants, XVIIe, XVIIIe, ça devient beaucoup plus codifié, ça ressemble beaucoup plus à notre alphabet. Parce que même avant, au XVIe siècle, c'est pas les mêmes lettres. Enfin, c'est vraiment... c'est comme un autre alphabet, quoi. Ah ouais, ok. Je connais pas du tout. Non, c'est compliqué. Puis après, les mots sont aussi... l'orthographe, tout ça, c'est différent. Donc, c'est clair. Ok, voilà. Super intéressant. Du coup, je t'ai coupé, pardon. Non, pas de souci. Du coup, je me suis dit, quand il m'a dit, ce copain, genre, je pars,
super, c'est un job d'historienne, c'est dans ma période, c'est dans ce que idéal. J'aime faire, enfin, super. Le seul point un peu négatif, c'est que c'était que un 50%, et puis que c'était à Genève, donc ça me faisait quand même pas mal de trajets, mais c'est pas grave, youpi, je suis arrivée là-bas en me disant, avec des étoiles plein les yeux, en me disant, waouh, super, ce sera trop cool. Et puis au final... j'ai un peu déchantée, parce que je pense que comme c'était mon premier job, je l'idéalisais beaucoup. Et puis finalement, c'était beaucoup de solitude, beaucoup de travail seul devant mon écran. Et puis un peu comme à l'uni, mais à l'uni, tu retrouves tes potes pendant les pauses. Voilà, tandis que là, j'ai mis beaucoup de temps à connaître mes collègues. Enfin, c'était très cloisonné. C'est un travail très répétitif au final, et puis avec des tâches sur le très long terme. J'ai fait un index pendant 1 année et demie tous les jours à mettre des numéros de page dans un tableau, enfin voilà. Mais je me rends compte que c'était très utile, parce qu'après on fait une édition scientifique publiée et qui ne sera sûrement peut-être même jamais refaite, et c'est un outil de travail, enfin que c'est des outils comme moi j'ai utilisé pendant mes études, et ces livres après tu peux les vendre partout autour de la planète, alors que tu t'es rendu compte pendant tes études que c'était vraiment des choses utiles, quoi. Voilà, mais après je pensais pas que ça se faisait peut-être comme ça, avec enfin c'est des étapes qui prennent beaucoup beaucoup de temps. Et puis, je m'ennuyais. Enfin, j'ai l'impression que je m'encroutais. Pendant mon master, j'étais tout le temps à lire des articles, t'es hyper stimulée, tu discutes avec les autres, tu prépares des travaux de groupe et tout. Puis là, j'étais toute seule, sans avoir de stimulation intellectuelle, dans un sens. Oui, parce qu'en fait, un des grands changements aussi de l'université au monde professionnel, c'est que, n'importe quelle étude au monde professionnel, tout d'un coup, tu n'apprends plus rien. Ou alors, t'apprends des choses, mais c'est pas de la même manière, quoi. Oui, et puis seul te dire, allez, cet après-midi, je vais à la bibliothèque, je vais voir les nouvelles publications. Ouais. T'as plus envie de le faire, donc... Voilà, c'était un peu... Alors, je me suis mis à écouter des podcasts, de la musique, donc j'arrivais à me faire un environnement de travail quand même cool. Agréable. Et puis c'était un peu répétitif, donc voilà, j'avais pas besoin d'être non plus super concentrée. Et puis au final, voilà, j'ai quand même tenu 4 ans et demi. Ah oui. Je me suis accrochée quand même. Il y a eu des moments après où ça se passait mieux. Au bout d'un moment, j'ai eu une nouvelle collègue avec qui on travaillait vraiment un peu en binôme, puis mangeait ensemble, puis c'était super. Donc voilà, ça m'aidait à compenser les périodes aussi de travail plus rébarbatives. Donc ça c'était cool, mais j'étais en train de je me dis non, je peux pas rester dans 5 ans, je peux pas être toujours là devant ce même ordi à faire toujours le même travail. Ouais. Donc, pendant ces 4 ans et demi, est-ce que t'as eu d'autres petits pourcentages à côté, ou t'as vraiment eu que ça tout le long? J'ai eu à un moment donné, je faisais toujours des remplacements très ponctuels, puis un temps j'ai eu un remplacement pour un semestre d'une classe de 5e où je devais gérer l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des sciences. Donc c'était assez chouette parce que c'est moi qui faisais le programme, qui préparais tout, même si on m'a un peu lâché, on m'a dit débrouille-toi, donc c'était chaud, mais j'étais motivée et j'avais envie de le faire, et du coup c'était cool parce que ça me coupait. J'étais un jour aux archives où tout le monde chuchote, tout le monde est très... dans sa bulle, et puis le lendemain à l'école avec plein d'enfants qui sont hyper vivants et bruyants et tout, donc à 10 cool. ans tu chuchotes pas. Exactement. C'était cool parce que ça me faisait ça te changeait, quoi. Voilà, ça me changeait, mais c'était lourd parce que l'école ça demandait beaucoup d'investissement quand même. Je faisais beaucoup d'heures sup entre guillemets à corriger les tests et tout. Oui. Et puis ils étaient sympas, les élèves? Pas tous. Certains, oui, c'était très chaud. Après, il y a toujours une ou deux thèmes, et puis... qui t'as envie de balancer par la fenêtre. Puis sur la fin, c'était vraiment dur. J'avais une maman d'élève aussi un petit peu casse-pied. Oula, Fait que j'étais et aucun soutien, ni des collègues, ni de la direction, donc c'était un peu compliqué. Je me suis accrochée parce que je voulais... C'était pour me prouver à moi-même aussi que je savais préparer un programme d'études
que je pensais globalement quand même équilibré, même si c'est hyper dur, parce que je ne me rends pas compte, mais bon, comme mes élèves avaient il y avait une bonne moyenne, ça avait l'air d'être quand même ni trop dur, ni trop facile. Mais voilà, là, ça m'a aussi, je pense que ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, l'enseignement, en tout cas pour les enfants, non. Ouais. Après, peut-être pour les adultes, ou justement s'occuper d'enfants dans un autre cadre, pour des ateliers, pour des visites externes, ça, voilà. Mais l'étiquette prof, non. Ouais, ok, non, je comprends. Ok. Et du coup, alors déjà, combien tu gagnais Alors, j'étais à 50%, et donc brut, ça faisait 3000 francs par mois. Oui. Ce qui... à 100%, ça aurait été top. Ouais. 6 000 francs. Mais là, 3 000 francs, je devais payer en plus l'abonnement du train. Des choses comme ça. Donc, ouais, c'est vrai que pour vivre, ça faisait pas grand-chose. C'était pas de la roche, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, après 4 ans et demi, t'as démissionné. Oui. Ça a été une libération, je pense, un petit peu, mais je pense que ça n'a pas été évident non plus comme décision. Justement, comment s'est fait la réflexion et Ça faisait très longtemps, enfin je pense après ma première semaine où j'avais commencé là-bas, j'étais là, oh mon Dieu. Ah c'est vrai, dès la première semaine. Oui. Ouais. Bon après justement, il y a eu des moments où ça allait beaucoup mieux, ma nouvelle collègue, où on a trouvé une nouvelle dynamique de travail en équipe, c'était cool. Mais voilà, je peux pas encore faire 5 ans, enfin je serai toujours au même niveau, en train de faire les mêmes tâches, je vais m'encrouter, j'avais vraiment l'impression de m'encrouter. Et puis t'allais avoir des couches de poussière dans les cheveux comme les bouquins. Rester comme ça devant ton ordinateur. Ouais, puis j'étais pas heureuse, je faisais aussi que râler à côté, enfin... Ouais, tu voyais que ça entachait ton moral, quoi. Pourquoi tu restes là-bas? Et t'es là, faut quand même que je vive et tout. Puis j'ai eu presque un électrochoc en parlant avec mon amie Alexia qui m'a dit mais lance-toi, puis on est en Suisse, enfin tu finiras sûrement pas sous un pont, enfin il y a quand même des soutiens de l'État ou comme ça, et puis enfin c'est peut-être aussi le... Si tu ne fais rien, tu seras toujours là dans 10 ans, et je pense que oui. Oui, c'est vrai. Un gros saut, ça a fait très peur à mes parents, je crois que ma maman a toujours peur maintenant. Ouais. Mais c'est un peu l'impulsion qu'il me fallait, peut-être. Alors, ça a été une libération, je me sens beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours, si tu veux, mais après, je me suis inscrite au chômage et on m'a fait comprendre que démissionner de son travail sans avoir trouvé un autre emploi, c'est une faute grave, j'ai été pénalisée, genre on m'a sermonné, mais vous savez, madame, ça se fait pas. Là, mais je veux préserver ma santé, mais... Oui, mais ça se fait pas, madame. Non. On préfère les gens malheureux et qui font des burn-out, ça coûte beaucoup plus cher à la société, mais... Si j'avais eu un certificat médical, ça serait passé nickel et tout, mais comme non, je me suis préservée, et j'ai dit stop avant d'être au fond du trou, non, du coup, t'es pénalisée. C'est triste. Et puis, maintenant, ça fait 6 mois que je suis au chômage. Et puis, clairement, les gens au chômage, ils sont pas là pour t'écouter en disant « j'aimerais me réorienter ». Ils veulent juste que tu trouves un travail tout de suite, quoi. Donc, ma conseillère ORP, elle faisait des recherches dans sa super base de données. Je vais chercher des métiers d'historien. Putain, mais... Déjà, vous n'en trouverez pas. Et puis, c'est plus ça que je veux faire, mais elle s'intéresse pas à... Elle veut pas que je m'épanouisse et que je trouve ma profession idéale, elle veut te mettre dans une voir, voilà. Ah merde. Et puis avant de prendre ma décision de quitter mon travail, j'ai fait un bilan de compétences avec l'université de Lausanne. C'est un service proposé même quand tu as fini tes études, jusqu'à 5 ans après la fin de tes études. Donc ça, je tenais, je pense, quand même sur 6-8 mois où j'allais voir une psychologue du travail tous les mois, je crois. M'a fait faire beaucoup de réflexions et tout. Je m'étais dit, je suis peut-être pas juste dans la bonne voie. Au final, l'histoire, c'était pas fait pour moi. Oui, parce qu'au final, t'as fini le lycée, t'es allé à l'uni, et puis, t'as pas eu un énorme moment de réflexion où tu t'es dit, qu'est-ce que je veux de ma vie? Et j'ai jamais fait, par exemple, de stage ou de trucs, parce que à l'école, comme j'étais, à l'époque, ça s'appelait pré-gymnasial, ou même au gymnase, t'es tellement préparé pour l'université, donc on ne fait pas des semaines où on dit vas-y, va faire ce métier pendant une semaine pour voir si ça te plaît. C'est pas du tout dans cette optique-là, donc j'ai rien pu expérimenter à côté de mes études. Et puis
bon, je savais que peut-être c'est pas toutes les professions historiques qui n'allaient pas me plaire, parce que là c'était comme un cadre un peu particulier vu qu'on faisait de l'édition de sources et que c'était très répétitif. Mais j'étais quand même un peu presque dégoûtée de ce milieu, dans un sens. Ouais. Et puis... ça faisait 10 ans que t'étais là-dedans, en fait. Je me suis dit, mais peut-être que, en fait, je suis passée à côté. Peut-être que le job fait pour moi, c'est, je sais pas, d'être océanographe et d'étudier les baleines au Chili. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce bilan de compétences où je pensais que ça allait me donner un truc genre, ah voilà, c'est ça que tu dois faire. Et en fait, pas du tout. Et j'ai fait tout plein de tests, d'aptitudes psychologiques, etc. Ça t'a pas du tout aidé? Et puis, alors, en fait, je suis faite pour l'histoire. Donc, dans un sens, ça m'a confortée en me disant, t'as pas perdu 10 années de ta vie en faisant un truc qui n'était pas fait pour toi. Bon, c'est large aussi de dire, je suis faite pour l'histoire. Est-ce que t'aimes la branche en soi? Est-ce que t'aimes la méthodologie? Je pense un peu les deux, parce que les compétences associées, c'est aussi un peu l'organisation, la planification, la gestion. Donc, j'étais aussi faite pour ces travaux un peu d'administration, de secrétariat, parce que ça te donne un peu des... Oui. Mais justement, pourquoi... comment dire? Oui, ces compétences-là, tu peux les retrouver dans l'histoire, dans cette branche-là, mais c'est aussi des compétences que tu peux trouver ailleurs, et peut-être, je sais pas, mais peut-être... Pourquoi il faudrait peut-être juste se focaliser sur ces compétences-là et voir où est-ce qu'elles peuvent s'appliquer ailleurs, quelque part où justement t'as plus de contact avec les gens, ce genre de choses, je sais pas. C'est ce que je me suis dit, en fait, comme j'ai passé pas mal de mon enfance et de même mon adolescence et ma vie d'adulte dans un milieu paysan, je me suis dit, mais au final, moi j'ai des compétences qui pourraient être utiles à des gens comme ça qui ne les ont pas, et on pourrait faire un mix un peu. Moi ça me dérange pas, j'ai pas besoin d'un travail universitaire, de fréquenter forcément des intellectuels, voilà, des gens... Je pense qu'on aura le bol aussi au bout d'un moment. Aussi. C'est vrai. Et puis je pense que ce serait un job peut-être idéal pour moi, où je sais comprendre des gens pas simples, mais t'es à l'aise avec des gens qui n'ont pas fait 8 ans d'études, voilà, quoi. parce que dans ma famille on est très peu à avoir fait des études, et puis personne n'a jamais compris ce que je faisais à l'université. Ah, c'est vrai? Ouais, non, c'est un peu... Ouais. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de leur expliquer, parce qu'en plus, ça les intéressait pas. Mais voilà, déjà, le bilan de compétences, ça m'a fait prendre aussi conscience que c'est, par exemple, l'organisation ou savoir écrire comme il faut, l'orthographe ou la syntaxe, c'est pas des choses que tout le monde a. Et moi, je m'étais dit, mais n'importe qui finit l'université sait faire ça. Donc, je voyais pas que... Pour moi, c'était pas des compétences un peu particulières que j'avais par rapport aux autres. Et ça, j'en ai pris connaissance... je me suis rendu compte de ça pendant le bilan de compétences. Donc déjà, c'était un peu une révélation. Oui, déjà, il y a pas tout le monde qui est bon là-dedans, et puis il y a pas tout le monde qui aime faire ça non plus. Mais on n'a jamais... pendant les études, on n'a jamais... C'était presque normal. Les profs, ils attendaient ça un peu de tout le monde. Et je me suis jamais dit, voilà, je suis douée là-dedans. C'est juste un truc de base que tout le monde a. Alors que non. Et en fait, non. Et voilà, ça, c'était un peu une prise de conscience. Et je pense que justement, ça, je pourrais mettre à profit des gens... par exemple, j'ai aidé mon cousin à faire son rapport c'est son CFC d'agriculteur, puis à la fin il devait faire un grand dossier sur le stage qu'il avait fait, et puis je l'ai aidé à le rédiger, et puis voilà, j'ai pu mettre ces compétences là à son profit, parce qu'il est nul en orthographe, puis un peu structuré, faire une jolie mise en page et mettre une jolie police ou comme ça, il savait pas. Et ça, finalement, ça m'a fait plaisir, parce que c'est un peu une rencontre de deux univers, en mettant des gros guillemets, c'est un peu cliché, mais entre les intellectuels et les gens un peu plus pratiques. Et puis, je pense que c'est ça que j'aimerais faire, mais voilà, un bachelor ou un master, ça fait tout de suite peur à des employeurs. Ouais. Qui engagent que des gens avec des CFC dans un sens. Voilà. C'est, comment on appelle ça? Surqualifié. Oui, voilà. Et je pense que les employeurs ont peur aussi que
je coûte trop cher ou je demande trop cher, mais je veux dire, si je postule pour un poste où la classe salariale est clairement définie, Oui. ça veut dire que je suis d'accord d'avoir cette classe-là. Oui, t'es un peu bloqué par les études que t'as fait, alors Oui. que, enfin... je sais pas. Je comprends pas pourquoi c'est autant... Oui, comme tu dis, t'as beau avoir un master, si t'es ok avec le fait de gagner 4005 à 100%, ben... c'est un fait. Enfin, je sais pas. Ou peut-être qu'ils ont... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils ont peur, les employeurs, que le jour où t'as un poste où tu peux être mieux payé, bah tu partes. Peut-être qu'il y a de ça. Mais... Après, voilà, je comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de postulations. Tu tries très vite les dossiers et tout. Mais voilà, en 6 mois, j'ai fait quand même pas mal de postulations parce que je dois en faire un certain quota par mois et tout. Et puis dans des domaines très... Enfin, je ratisse très très large parce que là, maintenant, j'ai juste envie de... C'est presque un peu triste, mais j'ai juste envie d'avoir un emploi qui me permette de payer mon loyer et de vivre un petit peu moins chichement que je suis en train de le faire maintenant. Quitte à... Enfin, ça peut être que temporaire, le temps que je me remette un peu plus sur mes pattes et qu'après je puisse peut-être partir sur quelque chose de plus... un job un peu plus idéal, mais voilà. Là, je suis plus un peu dans la survie et... bah non, tout le monde te claque la porte et je pense que voilà, cette étiquette master, ça fait peur aux employeurs. Actuellement, t'es à la maison d'ailleurs grâce au chômage. Oui, c'est un emploi temporaire proposé par le chômage. Et t'aimes bien ou c'est... Alors honnêtement, oui, je suis hyper contente. J'avais jamais fait des journées de travail complètes depuis très longtemps parce que à Genève, dans l'édition, j'étais qu'à 50%, mais là, je vois pas le temps passer. C'est hyper chouette. Je suis aussi à travailler beaucoup devant mon ordinateur, mais il y a beaucoup plus de passages, beaucoup plus de discussions. C'est une petite équipe, mais voilà, de temps en temps, il y a aussi des visiteurs, on va boire des cafés tous ensemble. Enfin, c'est beaucoup plus... Enfin, je revis. Et puis, je découvre un autre métier, du coup... comment ça se passe dans les musées, avec aussi... Alors, moi, je suis dans le département de conservation, mais il y a pas mal d'échanges. Je vois aussi ce que font la médiation culturelle ou bien l'événementiel de la communication. Et je suis tout émerveillée. C'est super. Alors, c'est cool, parce que du coup, ça m'occupe aussi pendant mon chômage et ça m'apprend des nouvelles choses. Et je me dis, mais pourquoi pas? Mais après, je sais que c'est aussi un milieu très fermé, c'est beaucoup de temps partiel, il y a très très peu de postes. À la maison d'ailleurs, là, ils doivent se battre aussi pour avoir des sous pour pouvoir engager des gens, et puis c'est compliqué. Donc, de nouveau, je suis toute contente, peut-être. Peut-être c'est ça qu'il faut que je fasse, mais après, tu te mets aussi des barrières toi-même et tu te dis, voilà, c'est de nouveau un job où je pense que j'arriverai pas à en vivre, où j'aurai qu'un tout petit pourcentage. Et, c'est triste dans un sens que tous ces jobs culturels soient un peu laissés de côté et que voilà, je suis en tractation pour c'est une parenthèse, j'essaie d'avoir mon statut d'historienne indépendante parce qu'on m'a demandé de lire des documents justement en vieil allemand, parce que c'est quelque chose que en Suisse romande en tout cas les gens savent peu faire. Et puis ça par exemple c'est un peu pas un talent mais un truc particulier que peu de gens savent faire, puis j'essaie de convaincre justement ces gens de l'AVS que donnez-moi ce statut, j'en ai besoin, et des gens seront là pour m'engager pour des petits mandats pour ce talent-là, et puis en fait ça fonctionne pas, c'est pas assez rentable, j'ai pas assez de clients et tout, et puis t'es là, mais c'est dommage parce que justement il y a ce Röstigraben de nouveau où on fait pas... En Suisse romande, tu trouves pas quelqu'un qui sait lire l'allemand, et je pense en Suisse allemande, tu trouves pas quelqu'un qui sait lire le français, on est tous hyper cloisonnés, et voilà, j'ai l'impression que dans l'histoire, dans la culture, on nous met des bâtons dans les roues, alors qu'il y a plein de gens qui aimeraient peut-être s'exprimer, ou bien se rendre utile, et puis... Mais j'ai pas bien compris, tu dois faire cette demande à qui? Alors, je sais pas si je suis la plus apte pour parler de ça, mais c'est...
pour avoir ce statut d'indépendant, tu dois t'affilier auprès d'une caisse de chômage. Alors, en tout cas, c'est comme ça dans le canton de Vaud. Je crois que ça change dans tous les cantons. Donc, bon, comme d'hab. Et puis là, je dois prouver que j'ai plusieurs clients, je dois donner déjà des factures et tout. Ah. Mais en fait, les gens ne veulent pas m'engager si j'ai pas ce statut d'indépendant. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est débile. Donc, ok, d'accord. Voilà. Mais ça me permettrait justement de travailler ponctuellement, de faire des fois quelques heures pour... alors là, c'est une revue pour l'instant qui m'a proposé un mandat. Donc voilà, si je pouvais continuer à faire ça, garder quand même un pied dans l'histoire, même si je pars finalement dans une profession un peu plus administrative ou de gestion, ce serait cool que je garde quand même un peu cette fibre d'historien. Mais voilà, pour l'instant, il faut que je recontacte ces gens et que j'essaie de me vendre un peu plus. Ouais, bah ce serait super, quoi. Ouais. D'accord. Mais voilà, c'est la Suisse, c'est très... Ouais. Il y a des règles et puis... Il faut les suivre, voilà, ouais. Tu dois être vraiment dans le système et remplir toutes les conditions pour... Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, on en parlait avec Pierry, il y a déjà l'épisode qui est sorti. Lui, il a fait donc des études aux États-Unis et justement, il disait, mais en fait, aux États-Unis, c'est plus pourquoi pas, alors qu'en Suisse, c'est pourquoi. Puis... Oui, c'est très fermé, on est vraiment pas très flexible en Suisse, quoi, c'est assez dommage. Et puis, ouais, justement, dès que t'es plus exactement dans telle case, l'administration est perdue et ils savent pas comment te traiter, quoi. Peut-être un peu critiquer le système, ça va faire grincer certaines dents, mais la revue qui me propose un mandat, c'est une revue qui est gérée par l'État de Vaud. Et théoriquement... C'est débile. Ben oui, et théoriquement, si c'est l'État, ils devraient te proposer un CDD ou voilà, un contrat temporaire et t'engager vraiment selon leurs conditions et tout, et l'État veut pas le faire. Et du coup... Voilà. Attends, donc, le canton de Vaud veut t'embaucher, mais ils veulent pas... C'est débile. Ils veulent me prendre comme indépendant, et du coup, cette caisse d'AVS ne veut pas m'affilier parce que mon employeur, mon mandataire potentiel, c'est l'État. Donc, c'est débile. Voilà. De nouveau, c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, même si notre système est très rigide et très... Voilà, ben, il y a quand même des trucs qui jouent pas. Bah oui. Ok, voilà. bon. Mais je vais continuer à... Bah oui. essayer de m'accrocher pour cette affaire-là. Et puis... Et donc, tu parlais un peu de te réorienter. Est-ce que tu devrais refaire des études? Ben, de plus en plus, je me dis que peut-être, parce que finalement, mon master en lettres, ça suffit pas. Et puis, j'ai pas encore assez d'expérience professionnelle, je pense, vendeuse qui allèche un employeur potentiel. Puis après, maintenant, il y a plein de CAS ou de MAS, des compléments d'études. Oui. Assez courts des fois qui durent que 1 ou 2 semestres et puis qui est un papier peut-être un peu plus pratique qui est tout de suite beaucoup plus alléchant pour un employeur, donc peut-être pourquoi pas. Et puis c'est vrai que je suis assez nostalgique de ces processus d'études, de révision, de rédaction, donc peut-être que ça me ferait du bien. Et là, c'est le drame. J'ai eu un problème technique et nos voix elles ressemblent à celles de Bender dans Futurama. Donc, je laisse quand même la partie endommagée, mais avant ça, je te fais un résumé de ce qu'on s'est dit les 10 dernières minutes de l'interview, au cas où tu veux pas t'abîmer les oreilles. Donc, je lui ai demandé à Amélie si elle s'était découverte d'autres aptitudes autres que administratives. Et pendant ses travaux d'historienne dans l'édition, elle se trouvait hyper lente, du fait qu'elle devait restituer un travail impeccable, vu que c'était imprimé et puis que ça faisait... objet de référence après. Aujourd'hui, à la maison d'ailleurs, elle a des délais imposés, réalistes, mais elle a des délais, et elle se rend compte qu'en fait, elle peut être rapide tout en faisant un travail de qualité. Donc parfois, il suffit juste de changer de cadre pour se redécouvrir et regagner en estime de soi. Pour les inaptitudes, comme la plupart des gens que j'interviewe, Amélie a eu de la peine à en trouver. Elle pensait être lente, mais en fait non. Elle pensait préférer travailler seule, mais le travail d'équipe, ça lui va très bien. Donc elle découvre à chaque nouveau poste que
les choses qu'elle pensait d'elle sont fausses, donc il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Je sais pas si ça se dit figé dans le marbre, c'est ça l'expression? Gravé dans la pierre, je sais plus. Pour son poste idéal, comme elle l'a déjà dit, ce serait du secrétariat dans le milieu agricole. Elle a plaisir à faire ses tâches administratives, donc elle souhaiterait soulager les gens qui sont obligés de s'atteler à ce genre de tâches, mais qui n'aiment pas faire ça. On parle aussi du fait qu'il est dommage que ce genre de taf soit pas très bien vu, parce qu'il existe sûrement beaucoup plus de gens qu'on croit qui seraient très heureux dans des postes administratifs, mais qui ont juste jamais pensé, à cause de l'image pas hyper alléchante qu'on en a. Concernant les reproches qu'elle a à faire au système scolaire, elle déplore le fait qu'on ne l'ait pas prévenue au gymnase que si elle souhaitait se diriger vers les lettres, il fallait qu'elle étudie le latin. Effectivement, elle a dû rattraper ça une fois à l'uni. De manière générale, elle comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de communication dans les milieux scolaires et universitaires. À l'université, par exemple, elle était hyper étonnée de voir que des fois c'était les étudiants qui informaient un enseignant des façons de faire d'un de ses collègues, alors qu'ils ont leur bureau côte à côte. En plus, certains enseignants ont aucun sens des réalités. Or, pas tous, hein, mais il y en a, ils savent pas combien tu peux gagner en travaillant le samedi à la COP. Ils connaissent pas les montants des loyers, ou comme on le disait plus tôt, ils pensent qu'il y a du taf pour tout le monde en sortant d'archéologie à l'université. Pour la dernière question, qui est qu'est-ce que tu ferais si tu avais de nouveau 18 ans, Amélie a quelques doutes. Aujourd'hui, sa mère lui dit qu'elle aurait eu meilleur temps de faire un CFC. Ça la travaille, mais après tout, elle referait pareil. Elle regrette pas d'avoir fait ses études, elle a rencontré beaucoup de personnes qui l'ont enrichie, elle a appris des choses utiles pour la vie, et elle a beaucoup appris sur elle-même. De toute façon, elle pense qu'à 18 ans, elle n'avait pas la maturité pour savoir ce qu'elle voulait faire. Et ça, j'ai envie de dire, c'est général pour tout le monde. Si tu écoutes ce podcast et que tu as aussi 18 ans, ou autre, c'est normal en fait que tu saches pas ce que tu veux faire, ou que tu aies des idées un peu floues. C'est aussi ce que j'essaie d'exprimer dans mon podcast, c'est pas grave en fait de pas savoir ce qu'on veut et c'est normal. Voilà, je remercie chaudement Amélie d'être venue témoigner parce qu'elle s'est déplacée depuis son canton de Vaud pour que je l'interviewe et je m'excuse encore platement pour ce problème technique. Je te laisse tout de même la partie altérée au cas où tu veux l'écouter. Elle est audible, faut juste s'habituer. J'ai réussi à l'écouter pour vous restituer ça, c'est faisable, mais voilà. Avant ça, je te remercie, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'emprunte ce terme à Victor Tuaillon du podcast Les couilles sur la table si tu connais. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Pour me contacter, c'est sur Facebook, Instagram ou par mail à mesétudes-mesdoutes-et-moi@gmail.com. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut! Non mais... Ah mais oui, parce que je l'ai apporté là, C'est bon, ça n'arrête pas coupé. Je me suis dit... Ok, d'accord. Avant, on a un petit peu parlé de tes aptitudes, donc tu as découvert que tu étais bonne plus dans les trucs administratifs ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres aptitudes que tu t'es découvertes? À l'université ou... pendant ton parcours, est-ce que tu t'es dit, en fait, là, je suis bonne, je pensais pas. Alors que t'as dit, ce genre de choses, l'orthographe, etc. Est-ce qu'il y a d'autres trucs Ça répond peut-être pas forcément directement à ta question, mais quand j'étais historienne, j'ai l'impression que j'étais très très lente. J'ai un côté un peu perfectionniste et je préfère prendre plus de temps pour donner un travail vraiment fini et abouti, surtout que dans l'édition, après, ça part à l'impression, ça devient un livre et puis ça fait un peu une figure d'autorité. Donc je fais attention qu'il n'y ait pas quand même 3 fautes d'orthographe par ligne et voilà, faut quand même être un peu... rigoureux. Ouais, exactement. Donc, j'étais sûre que j'étais très lente. Et puis que je suis à la maison d'ailleurs, assistante conservatrice, là on me donne des délais très réalistes. Le conservateur, il est tout à fait au clair avec ça. Il me donne beaucoup de temps, il ne met pas la pression. Et du coup, là, j'ai l'impression que je suis très très rapide. Ok. Je finis les choses beaucoup plus vite, même avant la fin de son délai, j'ai le temps de me relire et tout, je fais du travail quand même toujours autant minutieux et rigoureux et je me relis 25 fois pour être sûr que c'est juste, mais du coup j'ai l'impression d'être rapide et trop bien. Ça je revis, alors peut-être que c'est que dans ce contexte-là et qu'au final je reste une personne lente. Non mais si tu respectes des délais qui s'ancrent dans la vraie vie. Mais c'est ça, ils sont réels, pas illusoires et puis...
lui sait quel genre de travail il me demande et sait combien de temps il faut pour le faire. Et du coup, voilà, faut peut-être pas rester non plus sur une idée, je suis lente, je ne sais, je travaille pas vite. Il suffit de changer un peu le cadre des tâches et au final, tu te redécouvres. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour l'estime de soi, ça fait beaucoup de bien. Et puis, voilà. Ouais, Ok, trop bien. Au final, même si je suis qu'en emploi temporaire et je sais que je partirai dans 3 mois, je pense que ça m'aura fait beaucoup de bien. Ça m'a appris aussi des choses sur moi-même. Et puis, c'est génial quand tu te découvres toi-même, tu te dis, ah, en fait, je suis cette personne, d'accord. En fait, je suis pas lente. En fait, machin. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, à contrario, est-ce que tu t'es découvert des inaptitudes? Bon, je pense pas parce que je suis pas dans, enfin, je suis jamais non plus à contre-emploi total. J'ai choisi d'aller dans justement cet emploi temporaire à la maison. D'ailleurs, si peut-être ma conseillère ORP m'avait obligée à être, je sais pas, une poissonnière, je me serais dit, je me serais trouvé peut-être beaucoup plus d'inaptitude, mais c'est marrant parce que en fait, je me rends compte au fil des interviews que les gens ils ont plus de peine à trouver leurs inaptitudes que leurs aptitudes et je trouve ça chouette. Moi, je m'attendais au contraire que les gens se disent ah j'ai tel défaut et puis ils trouvent pas leurs aptitudes et c'est le contraire donc c'est cool aussi. Hein. Je pense que mes défauts c'est ceux que j'ai déjà depuis que j'étais petite et j'en suis je pense assez consciente. Après effectivement je m'étais dit en étant historienne finalement j'aime pas travailler seule, je préfère travailler en équipe et en fait non, ça dépend du contexte, ça dépend de l'équipe. Voilà, tout est relatif et tout peut changer. Donc, ok. Non, puis je pense qu'on est quand même pas totalement à contre-emploi. Enfin, même si on se cherche et qu'on aimerait se réorienter, on va pas faire un truc complètement. Je repartirai pas dans la chimie, par exemple. Je sais que c'était pas fait pour moi, donc je pense qu'on est plus à chercher quand même quelque chose qui met ses aptitudes en valeur plutôt que c'est sûr. C'est clair. Avant, tu as parlé de ton poste un peu idéal, où tu parlais de peut-être être plus près de... Enfin, peut-être bosser plus avec des gens qui n'ont pas fait 10 ans d'études. Est-ce que tu arriverais à définir plus précisément ce que ce serait ton poste idéal ou c'est un peu flou? Non, je pense justement c'est ça, peut-être faire de l'administratif ou du secrétariat ou quelque chose. Je le dis comme ça fait peut-être pas rêver. Ça va pas du rêve. Non, mais je pense que voilà, il faut aussi trouver un emploi pour vivre, qui donne un salaire correct et puis. Oui. Mais même c'est des choses qui vendent pas du rêve, le secrétariat ou ce genre de truc. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui aiment faire ça aussi. Et je pense que avoir ces a priori sur ce genre de poste, du coup, il y a peut-être des gens qui seraient très contents de faire de l'administratif et du secrétariat, mais qui s'en rendent pas compte parce que c'est mal vu, parce que je sais pas quoi d'ailleurs. Justement, dans certains secteurs, peut-être agricoles ou comme ça, il y a peut-être, c'est pas, les gens n'ont pas envie de faire ça, ils ont envie d'être plutôt peut-être actifs, dehors en plein air et tout. Et moi, ça me dérangerait pas d'être justement devant mon bureau et de faire de la facturation. Plutôt que voilà quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, qui soit obligé de le faire à contre-cœur et que ça lui bouffe une partie de son temps alors qu'il aimerait plutôt faire autre chose. Voilà, moi, je suis un peu là genre mais je suis là, moi j'ai plaisir à faire ça, engagez-moi. Et puis des fois c'est vrai que c'est assez frustrant, on reçoit un courrier ou je sais pas une brochure puis on voit genre mais là il y a des fautes d'orthographe mais ils sont nuls et puis genre moi j'ai besoin d'un travail. Laissez-moi corriger vos fautes. Mais oui, dans un sens oui, mais voilà. C'est sûr. Ok. On a déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu aurais d'autres reproches à faire au système scolaire et universitaire autre que on est un peu dans une bulle? Est-ce qu'il y a autre chose que tu verrais ou tu aurais d'autres reproches à faire? C'est un exemple un peu. Je sais pas si c'est tout à fait ce que tu aimerais comme réponse, mais par exemple, quand j'ai commencé l'université avec le français et l'histoire, on m'a dit tu n'as pas fait de latin au lycée, donc il faudra rattraper le lycée, il faudra rattraper le latin à l'université. T'es là, mais pourquoi est-ce que personne m'a dit que si je voulais faire lettres dans ces branches-là, et puis il y a aussi certaines langues, il y a l'italien, l'espagnol, je ne sais plus quoi, on est obligé de rattraper le latin. Mais pourquoi est-ce qu'au lycée ils ne disent pas prenez le latin, ça vous sera utile si vous voulez faire une branche à l'université. J'ai l'impression que c'est des fois très cloisonné. Et je l'ai vu aussi en histoire où on avait des profs qui sont tous aussi dans leur bulle. Ils ont leur manière de faire et ils savent pas ce que leurs collègues du bureau d'en face font. Ouais. Là, mais... Communiquez, s'il vous plaît. Des fois, donc c'est peut-être ça un peu le reproche.
c'est aussi d'être dans sa bulle, mais c'est vraiment, j'ai pas l'impression, chaque entité, chaque prof ou chaque assistant qui est un peu dans sa bulle et qui ne sort pas de son bureau, elle ne s'intéresse pas aux Il n'y a pas assez de lien entre les différents cours, les différentes branches. Et puis des fois, c'était nous les étudiants qui disions mais monsieur le professeur tel et tel nous a demandé de faire comme ça, puis le prof était là, et tout, c'est une bonne idée, je préfère ça aussi. Ouais. Ouvre la porte de ton bureau. Il y a un être humain en face de toi. Ouais, voilà. Heureusement, moi je viens pas d'un milieu universitaire ou intellectuel, donc j'ai vu ces choses-là et j'étais là, wow. Et je pense que tu peux te laisser happer et te renfermer de plus en plus. Oui, puis te dire que c'est ça la vraie vie, et puis en fait, pas du tout. Et je pense que quand tu finis l'université, la chute est encore plus grande. Donc, c'est un peu des clichés que ces intellectuels sont un peu dans la bulle, et ils sont en train de lire, et ils se prennent des réverbères dans la rue. Mais c'est pas valable pour tous, parce qu'on avait des profs quand même qui savent ce que c'est d'être étudiant, de bosser à côté de ses études, voilà, qui sont aussi passés par là. Mais malheureusement, il y a vraiment des clichés d'intellectuels dans leur bulle et qui n'ont aucun sens des réalités et qui pensent que travailler comme vendeuse à la COP le samedi, ça va te rapporter 4 000 francs par mois ou j'en sais pas. Non, il y en a, ils n'ont aucune idée non plus des salaires, de rien, des loyers ou des frais pour vivre et tout. Ouais. C'est fou. Donc, ok, ouais. D'accord. Non mais ça me choque mes yeux, oui, un petit peu. C'est pas une généralité, d'accord. Mais non. Dernière question. Si tu avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais? Alors là, ces temps, ma maman me dit si j'avais su, tu aurais fait un CFC. Et puis, des fois, ça me travaille un petit peu, mais je pense que. Alors déjà, c'est ta mère qui aurait choisi pour toi. Oui. On souligne déjà. Mes parents, sur la fin, quand j'étais au gymnase ou comme ça, ils m'encourageaient à faire un travail qui rapporte de l'argent. Donc c'était, mais tu as les capacités, tu peux aller au gymnase et à l'université, donc fais-le. Mais je pense que je ferais, comme Camille a aussi dit dans ton premier podcast, je pense que je referais pareil, même si j'ai pas forcément maintenant la vie que j'aimerais avoir et que je suis quand même toujours dans le doute, dans l'insatisfaction, me disant que je vais quand même peut-être me réorienter dans complètement autre chose, ou je sais pas. Je pense que je regrette pas d'avoir fait ces études. Ça m'a appris beaucoup, j'ai fait beaucoup de rencontres enrichissantes de gens qui sont toujours mes amis, j'ai aussi eu des profs, des assistants qui m'ont appris beaucoup, qui m'ont encouragé. C'était une belle époque, un peu insouciante. Voilà, tu n'as pas forcément beaucoup de cours et tu peux profiter de sortir, aller au cinéma et tout. C'est bon. Pour mes parents, c'est un peu du temps perdu parce que maintenant j'ai 32 ans et j'ai encore pas de travail fixe et pas de revenu fixe. Et je suis toujours dans ce flou. Mais au final, ça m'a appris d'autres choses utiles dans la vie, ça m'a appris des choses sur moi-même. Et puis, voilà, je pense que je referai pareil. Je serai sûrement au même stade, mais c'est pas grave parce que finalement, la réussite professionnelle et les gros salaires à 5 chiffres, c'est pas non plus ce que j'ai forcément envie d'avoir dans ma vie. Donc, voilà. Ok, c'est un peu rassurant de se dire que tu referais quand même pareil, même si t'en es là aujourd'hui. Oui, effectivement, tu t'apprends toujours, quelle que soit la situation. C'est aussi un peu déprimant parce qu'au final, si je pouvais tout recommencer, tu me dis ça y est, je referais pareil, je retournerais. Enfin, je partirais des fois dans le mur et tout, mais. Non, je pense que justement, c'est ça qui te construit. Et puis, il y a aussi peut-être comme on disait aussi avant off, des fois c'est le timing qui n'est pas le bon. Je pense à 18 ans, j'avais pas la maturité pour savoir ce que je voulais faire. Je tâtonnais aussi, ou peut-être que j'aurais fait un apprentissage de, je ne sais pas, fleuriste, et qu'en fait, je me serais très bien plu là-dedans. Et voilà, mais je pense que non, les choses arrivent pas par hasard et que c'était pas non plus le bon timing. Oui, si t'as fait telle chose à tel moment, c'est qu'il y avait une raison et non, c'est sûr. Ok, c'était super intéressant, merci beaucoup. Merci à toi, c'est un plaisir. Merci.